Allez, c'est parti. Bonsoir à tous. Merci d'être avec moi dans cette émission Banque et Finance. Voilà, Luc, on dirait qu'il est au ralenti. Il faut changer les piles. Non, pas du tout. J'étais en train de regarder si nous étions en live. Vous êtes en tout cas dans Banque et Finance. Et merci d'être avec nous ce soir. Je dis nous parce qu'on invite Axel ce soir. Bonsoir, Axel. Bonsoir, est-ce que vous allez bien? Ah bah nous, on va bien. Mais est-ce qu'on le dit ou on le dit pas, Axel? Axel, c'est un survivor. Hein. C'est un survivor. Axel, il est là. Je peux vous dire une chose, c'est que je le félicite et je suis bluffé par sa force parce qu'il a attrapé une cochonnerie qu'on appelle Covid. En tout cas, Axel, je te félicite et je te remercie énormément d'être avec nous. Voilà, on va être cool avec Axel ce soir. On va pas le brusquer. Voilà, mais en tout cas, pas mal. Merci beaucoup, Axel, d'être avec nous. Il n'y a aucun souci, il faut toujours trouver la forme quelque part. Exactement. Alors ce soir, l'émission va prendre peut-être un ton différent. Pourquoi? D'abord parce que Axel, quand il m'a écrit tout à l'heure, il m'a dit qu'il va y avoir du sang. Alors on s'attend à avoir des informations effectivement poignantes, saignantes, sanglantes. En tout cas, c'est clair. À côté de ça, c'est Axel qui va diriger son émission. Donc c'est lui qui va faire comme il le veut, au rythme qu'il le veut, comme il l'entend. Il choisira l'ordre des actualités. Je viendrai mettre mon petit commentaire, s'il me l'autorise. En tout cas, après, c'est lui, ses informations. Axel, c'est à toi. J'ai trouvé une information qui date un petit peu, mais dont l'ampleur a été révélée tout récemment. Est-ce que ça vous dit quelque chose, les PPI, les Payment Protection Insurance? Non, pas nécessairement. Eh bien, alors, on va en parler. C'est hyper intéressant. Il faut savoir que toutes les banques britanniques ont pris une amende faramineuse qui s'élève à 38 milliards de livres pour la vente forcée, frauduleuse de contrats d'assurance emprunt qui ont été vendus entre les années 90 et les années 2000. Et ce, de manière abusive. La FCA s'en est mêlée jusqu'en août 2019. Alors attends, je prends un crédit, on m'oblige à prendre une assurance de crédit. Ça paraît pas innocent, c'est ce qu'on appelle le TEG chez nous. Donc à la limite, il y a rien d'illégal à faire ce genre de choses, à moins qu'on les ait vendus sans prévenir qu'il y avait ça à l'intérieur. Bien sûr, alors ça c'est une des fraudes qui ont été détectées, mais en fait on a un spectre qui est beaucoup plus large, vous allez voir. Donc du coup la FCA a favorisé les bandes d'indemnisation, c'est ce qui a poussé notamment ce scandale à être qualifié du plus grand scandale britannique financier de l'histoire. Waouh! On n'est pas sur la moitié du queue de cerise, comme on dit. Combien de milliards amendés et qui surtout a amendé les banques alors? Comment? Qui c'est qui les a amendés ces banques? C'est le gouvernement anglais? C'est le gouvernement anglais, c'est la Financial Conduct Authority qui a posé l'amende, qui n'est pas vraiment une amende, qui est une indemnisation qui va être versée à l'ensemble des victimes de cette fraude et par la plupart des grandes banques britanniques. Alors on cite quoi? Alors voilà, Barclays, on peut citer aussi UBS ou non? Alors, j'ai pas vu UBS, mais j'ai vu HSBC. HSBC. J'ai vu Lloyds. Non, pardon, UBS, c'est une erreur, c'est suisse. Hein. C'est n'importe quoi, là. Je pensais à HSBC, justement. Donc, Barclays, HSBC, la Lloyds, tu viens de le dire. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Ouais, c'est ça. Et j'ai mis un petit graphique avec les principales. Mais globalement, c'est les trois gros morceaux de cette affaire. Et c'est une pratique en fait qui vient de la forte pression concurrentielle qui a été instaurée autour de ce type de produit. Donc du coup, ces assurances emprunteurs qui sont censées de base protéger l'emprunteur du défaut de paiement en cas de perte d'emploi, de maladie, etc. Et ça peut être adossé à des crédits immobiliers, à des crédits à la consommation ou autres cartes de crédit. Ça gonfle un peu la note. Ça gonfle la note en tout cas. Juste permets-moi, Axel, je veux pas que tu fasses trop, j'allais dire que tu pousses trop le truc, mais j'ai des coupures de son. Est-ce que vous avez, apparemment Stéphane a aussi des coupures, est-ce que vous avez des coupures vous aussi de votre côté? Dites-le nous. Hugo, là-haut, est-ce qu'il y a des coupures toi de ton côté? Il faut bien qu'on comprenne tout ce que tu dis. C'est vrai que par moment, c'est pas forcément évident. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Bon, apparemment, ça a l'air d'aller, donc on continue. Si jamais il y avait quoi que ce soit, on verrait peut-être à changer les choses. Voilà, Louisa en a aussi. Je pense qu'elle est coupure. Est-ce que tu as moyen, Axel, de changer peut-être ton casque avec un casque filaire ou faire quelque chose? Il y a moyen de faire quelque chose ou pas?
je vais regarder, je reviens. Si tu as un casque filaire, ça serait plutôt pas mal. Voilà. Tu as besoin de te lever, tu as besoin, voilà. Bon, on va laisser Axel regarder pour une question de qualité, effectivement, de son, parce que moi aussi, j'avais des soucis, en fait, dans les oreillettes, et c'est pour ça que je m'inquiétais de cette chose-là. En tout cas, Axel vient de nous révéler que malgré en tout cas, le côté un petit peu confidentiel de ces banques anglaises, on reparle effectivement de HSBC, de Barclays, de la Lloyds, des grosses banques en tout cas anglaises qui se prennent des milliards d'amendes. Il va venir nous préciser effectivement tout ça, il va nous expliquer tout ça de façon à ce qu'on comprenne bien ce qui est en train de se passer. Alors, quel type d'impact ça peut avoir sur les marchés? Le type d'impact, c'est pas compliqué, ça peut effectivement dérouter un petit peu les marchés anglais justement. On sait que les bancaires sont les poids lourds de la plupart des indices, et on sait aussi que les banques actuellement sont très inquiétées avec cette crypto-monnaie qui arrive, pour laquelle évidemment il n'y a pas de régulation pour le moment. Elles sont inquiétées bien sûr aussi avec le risque et la peur d'une augmentation des taux d'intérêt. Donc forcément tout ça, ça déstabilise les marchés. Rebonjour Axel. Non justement. Aïe, alors là ça va poser problème. Est-ce que tu m'entends ou pas? Axel, ça vient donc pas du casque. Je te laisse me rappeler s'il te plaît, parce que la dernière fois que ça l'a fait, tu m'as rappelé, ça a fonctionné. Je te laisse me rappeler tout de suite, à tout de suite. Voilà, on continuera avec Axel, mais on doit avoir un son. Je vous rappelle qu'on est en live et en direct, ça fait partie des aléas du direct. Axel qui va revenir d'ici quelques secondes, le temps de le prendre effectivement dans le téléphone, tout simplement, pour qu'il revienne avec nous dans l'émission. Voilà, allez hop là, avec une belle sonnerie en tout cas. Hop là, est-ce que tu nous entends, s'il te plaît Axel? Est-ce que c'est OK pour toi? Axel, est-ce que tu nous entends, Axel? Voilà, on va t'entendre là dans quelques instants. Est-ce que tu nous entends? Parfaitement bien, oui. Ah là, c'est top du top. Ne touche à rien. Ça ne bouge pas, c'est terminé. C'est génial. Voilà, on vous présente nos plus sincères excuses. Ça fait partie du direct. Voilà, c'est comme ça. Mais ce qui nous importe surtout, c'est l'information. L'information domine. Elle va vous permettre effectivement d'opérer, de vous positionner bien évidemment sur les marchés. Axel, on reprend cette histoire de banque. Combien vont-elles devoir payer d'amende? Donc, du coup, on était sur une estimation, les derniers chiffres qui sont sortis, ceux qui m'ont permis d'aborder ce sujet lors de votre émission, c'est les dernières estimations pour 38 milliards de livres sterling. C'est beaucoup pour une banque. Axel, toi qui es dans le domaine institutionnel bancaire, c'est beaucoup pour une banque ou pas? Est-ce que c'est beaucoup? Quand même, oui, 38 milliards, c'est pas les amendes de la Commission européenne qui pose 5 millions, 6 millions, 30 millions. On est sur 38 milliards quand même. C'est un beau morceau et ça fait du mal. Alors, je vais poser la question qui pique. Est-ce que ça peut mettre en faillite une de ces trois banques? Non, quand même pas. On est quand même sur des très très grosses capitalisations et puis on est quand même répartis. Ces indemnisations sont quand même réparties dans le temps et surtout entre tous les acteurs du marché. Donc, en fonction du préjudice subi par la clientèle, bien sûr. Est-ce que ça veut dire qu'il y a entente malsaine entre tous ces acteurs? Est-ce qu'il y a eu quelque part une entente malsaine sur la vente de produits d'assurance adjointe au crédit avec une entente globale? Et dans ce cas-là, on parlerait plutôt de loi antitrust presque quelque part. En fait, a priori, le point de rupture s'est fait lorsque la pression concurrentielle a été trop forte et a poussé justement ces banques à vendre de manière plus agressive ces contrats. Et quand vous me parliez tout à l'heure, quand on parlait de vente forcée tous ensemble, on pouvait parler par exemple de refus d'obtention, d'octroiement de prêts s'il y avait absence de souscription à ces assurances, de taux moins favorables. On pouvait parler même de produits non adaptés, puisqu'on assurait les indépendants, par exemple, contre des pertes d'emploi, ce qui n'a pas de sens, ou alors même en cachant les frais directement dans les mensualités des banques sans que les clients soient informés. Ça, c'est grave. C'est d'autant plus grave que ce sont des banques et c'est d'autant plus grave que les banques sont surveillées en permanence. Est-ce que ça peut générer derrière, c'est ce que tu nous révèles là, est-ce que ça peut générer un bank get ou un cash get ou ce que tu veux sur les marchés, en tout cas, actions anglais?
Alors, quand les dernières estimations ont été faites, on a dû avoir des mouvements sur les valeurs bancaires britanniques. Il faut quand même se rappeler que cette affaire, par contre, pour s'en faire un petit peu de propos, cette affaire date un petit peu. Les faits remontent entre les années 90 Donc c'est pricé. 2000. Donc c'est pricé. Ouais. C'est pricé en partie, puisque au début, le préjudice subi a été estimé à 5 milliards de livres sterling, mais avec les différentes campagnes qui sont vraiment publicitaires de la FCA pour que les victimes dressent leur plainte et demandent l'indemnisation à leur banque. On arrivait jusqu'au dernier jour de dépôt de dossier. Deloitte cite le chiffre de 800 000 dossiers de réclamation dans les derniers jours avant le 19 août. Donc alors, en fait, c'est monté crescendo. Est-ce que ça veut dire que là, ils vont recevoir une amende de la part du gouvernement, mais est-ce que ça veut dire qu'il peut y avoir des procédures juridiques, judiciaires? Alors, je n'ai pas vent de procédures judiciaires qui sont lancées à l'encontre de ces grandes institutions. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on va avoir des retombées sans doute de la FCA. Après, vu le montant de l'amende, on a quand même déjà donné un gros coup de bâton dans ces institutions. Mais il peut y avoir quand même des ramifications internationales parce que ces banques, elles ont un rayonnement international. Tu nous dis le FTSE, il a pricé, il n'y aura pas grand dégâts. Mais si jamais, parce que là, je pense que même si ça date un petit peu, l'enquête est véritablement révélée. Si jamais il y a une enquête internationale, tu penses bien. Alors les Anglais, c'est pas trop les chiants. Les Anglais, c'est plutôt peinard. Enfin bref, ils vont pas se brouiller. Mais si jamais il y a des pays qui sont plutôt non pas ennemis, mais plutôt enclin à aller emmerder un petit peu les Anglais. Par exemple, avec le Brexit, ce qui s'est passé, ça peut être des pays de la communauté européenne. Ça pourrait quand même piquer, parce qu'il y a des gouvernements ou des régulateurs qui pourraient amender ces banques encore plus que ce que le gouvernement anglais amende, quoi. C'est possible sur le papier. Après, est-ce que c'est vrai que ce segment d'activité des banques est plutôt orienté retail, et donc du coup on est plus sur des communautés de clients qui sont locales. C'est vrai que je ne connais pas 36 Français qui sont clients de banques britanniques. Bien sûr, ça peut poser des problèmes vis-à-vis de la confiance que se portent les institutionnels entre eux, mais encore une fois, c'est vrai que les clients majoritaires, la majeure partie des clients de ces institutions sont plutôt britanniques, donc c'est un petit peu leur merde, quoi. Et ça sortira sans doute pas des frontières. Bon, en tout cas, voilà, c'était une information super importante. Merci de nous l'avoir révélée. On trouve effectivement ces banques la plupart du temps cotées, c'est évident, qu'on aussi des ramifications en Europe, c'est certain, qui étaient déjà mises à mal avec le Brexit, tout simplement. La Barclays, en exemple, la Barclays qui cote, si ça vous intéresse, tiens, 185,90. Je crois que c'est de la livre sterling ou en euros, je ne sais pas trop d'ailleurs. Ce qui m'intéresse par contre, c'est la variation, moins 0,44, moins 0,44%. C'est pas une grosse variation, Axel. C'est pas le truc qui va tout dézinguer, quoi. Non, et puis bon, c'est vrai que les prix ont déjà encaissé le choc lors de la sortie de la news. Il y a quand même un moment. Mais pour le montant total, quand on regarde, je vais vous envoyer un petit graphique, c'est pas forcément quand on répartit le bout de rein entre les banques, ça fait pas si mal que ça. C'est vrai que le montant global d'indemnisation est hyper impressionnant, 38 milliards, c'est pas une pincette. Mais il est mutualisé. Mais d'un autre côté, il est mutualisé. Exactement. Il est mutualisé. Bon, écoute, effectivement, les banques anglaises et les marchés, les prêteurs, puisque là-bas, c'est un système financier un petit peu différent de nos systèmes à nous. Je pense par exemple aux bookmakers. Je pense aux prêteurs aussi, le système américain, tu sais, du prêteur sur gage et compagnie, enfin bref, tous ces trucs-là. C'est pas ce qu'on connaît en France en particulier, en Europe aussi, donc pas évident. Je te le dis, Axel, que je sais que tu parles de graphique. Ici, il faut savoir qu'en Espagne, c'est férié aujourd'hui et que techniquement, on est très limité. Donc, malheureusement, pas de graphique à l'écran. Oui, on n'a pas le staff de d'habitude au broadcast là-haut, donc pas évident. Mais voilà, on est sur le coup et c'est le principal.
internationale. Première actualité qui pique un peu. Il faudrait qu'on suive cette affaire de près quand même parce que ça m'inquiète, ça m'intrigue, compte tenu encore une fois du rayonnement de ces banques à l'international. Ça m'intrigue. Dans le même temps, c'est pas des banques qui s'ouvrent. La Barclays, c'est, à moins que je dise une bêtise, Axel, la Barclays, c'était une banque qui avait morflé pendant un moment. Elle était pas bien, cette banque, hein? Oui, bah, ça fait partie des institutions, les Britanniques ne sont pas passés à travers, toutes les grandes institutions bancaires ont eu du mal après 2008. Moi, ça me rappelle un petit peu cette image que les banques se voyaient coller sur le visage d'entités qui ne respectent pas l'éthique, la morale. Et là, c'est vrai que comme pour les subprimes, sur des scams, c'est des escroqueries, hein, disons ce que c'est, sur des scams de cette ampleur, ça rappelle quand même de mauvais souvenirs, même si c'est, encore une fois, une affaire qui date depuis plus longtemps. L'ampleur que ça a pris nous a été révélée que très récemment. Bon, et on parle même pas de la HSBC parce que sinon on y passe la nuit. Hein. Alors là, c'est casserole sur casserole, couscoussière en inox, c'est tout ce qui va avec. C'est chaud de night. Hein. La HSBC, c'est quand tu commences, c'est de la TNT. Hein. Tu touches le truc, il te saute à la gueule le machin. Et ils sont partout. Et ils sont absolument partout. En tout cas, voilà, ce sont des gens qui vont payer une très très lourde amende, une très très forte amende à suivre. On parle, rappelle-nous le montant, on parle de combien de milliards? 38 milliards de livres sterling. 38 milliards de livres sterling. Écoute, merci beaucoup pour cette info. On passe à la suivante? Oui, tout à fait, volontiers. Vous n'êtes pas sans savoir que Visa, Mastercard sont quasiment seuls sur leur marché. Hein, le marché de la carte bancaire et du paiement. Oui, c'est ça. Et puis bon, c'est une attention, je pensais, la puce à carte. C'est une petite info comme ça. C'est vrai. Que je laisse. C'est vrai, la puce a été créée en France, c'est vrai, tu as parfaitement raison, Axel. Et donc, du coup, on peut se poser la question, ce duopole, cette domination qui aujourd'hui ne fait plus de doute, est-ce qu'elle peut être remise en cause? Eh ben, il semblerait qu'il y a de plus en plus de voix qui se dressent face à Visa et Mastercard. On peut se poser la question de leur légitimité, puisque bon, c'est deux colosses américains, il n'y a pas vraiment de concurrence dans d'autres pays, en tout cas de concurrence qui sort des frontières. Et je me posais la question de savoir si on pouvait avoir de réels challengers dans ce marché. Et puis, en regardant un petit peu les commentaires de Visa, Mastercard, en tout cas de leur porte-parole, on se rend compte qu'ils sont sereins sur le papier, mais les actions dont on va parler après montrent qu'ils savent qu'ils ont un peu de soucis à faire. On peut même faire des parallèles avec d'autres types d'actifs qui font concurrence justement à tout ce modèle de transaction que représentent les moyens de paiement par carte bancaire. Tu penses à quoi? Tu penses à Apple Pay ou des choses comme ça? Apple Pay, tout à fait, les crypto-monnaies aussi, les cartes virtuelles. On a beaucoup d'alternatives aujourd'hui qui existent. On peut payer avec son téléphone, on peut payer avec des cartes qui, vraiment, quand je dis virtuelles, c'est vraiment des cartes virtuelles qu'on peut utiliser sur Internet, des cartes à usage unique virtuelles pour protéger les porte-monnaies électroniques. Ouais, les porte-monnaies électroniques. Tiens, d'ailleurs, tu as vu qu'en France, il y a un système de paiement avec une carte que tu recharges dans les tabacs. Est-ce que tu l'as vu ça? En fait, tu charges ta carte dans un tabac, il te délivre une carte et c'est en train de tout exploser apparemment. Ah, j'avais pas connaissance. Je croyais que vous Tiens, je vais te donner le nom. Ouais. Alors, Visa, tiens, t'en veux une belle sur Visa. Comme tu le disais très justement tout à l'heure, Visa et le gouvernement américain, c'est bisous. Hein. Tu l'as compris, ils se connaissent bien, ils s'aiment bien. Et Visa, c'est une grosse industrie, effectivement, américaine qui s'adore. Le gouvernement américain a dit clairement aux commerçants, et je t'assure que c'est vrai, ça date de quelques mois, il a dit clairement aux commerçants, soit commerçant, tu contrains tes clients à payer en Visa, soit tu es pénalisé et tu vas payer des amendes. En gros, c'est ça. Alors, Visa a même fait mieux. Visa a dit, c'est nous, pas eux, hein, c'est pas Mastercard. C'est nous. Il faut que tu sois que chez nous. Et en fait, ils cherchent à truster, en fait. C'est impressionnant. Ils ont un pouvoir sur les commerçants. C'est quand même exceptionnel. Mais ils passent au-dessus de tous ces trucs Stripe et compagnie, quand même, parce qu'on peut payer maintenant avec la montre, hein, avec Apple Pay, avec la montre, et même avec des cartes, comme tu le disais, de portefeuille électronique. Ils arrivent quand même encore à garder cette dominance?
Quand même, en plus de ça, avec ce que vous me racontez, c'est vrai que Mastercard aussi est une entreprise américaine, hein, et ça pose de réels problèmes si on a si on a des contraintes concurrentielles pareilles, ça pose de réels problèmes sur l'atomicité d'un marché, des acteurs d'un marché, et voilà, forcément, il y a tout un contrôle qui est posé par une seule entité qui peut complètement gérer, comme on verra, ces principaux problèmes, hein, de Visa et Mastercard, qui peuvent gérer leurs prix, qui peuvent tout simplement manger le marché et ne pas avoir de concurrence, quoi. Bon, bah écoute, ils ont de beaux jours devant eux, quoi. Visa, c'est pour toi un truc sur lequel on peut investir. Il y a de beaux jours devant eux. Bien sûr, en tout cas pas sur le très long terme. Je suis bien sûr pas devin. Il y a beaucoup d'alternatives qui se restent, comme on va le voir, et puis beaucoup aussi d'entreprises qui n'ont plus peur de se dresser face à Visa. Et bien sûr, on peut commencer par donner l'exemple de gros mastodontes comme Amazon, qui a annoncé notre fin tout simplement à l'acceptation de Visa sur Amazon UK, car les commissions de Visa sont jugées trop élevées par Amazon, et ça commence toujours par un GAFAM, hein. Tu m'étonnes. On en parle un petit coup d'Amazon. Tu as de l'actu sur Amazon ou pas? Pas trop, mais on peut continuer un petit peu sur les cartes pour parler des alternatives, si vous voulez. Alors, on va parler des cartes. Mais en fait, comme tu parles d'Amazon, je vais juste glisser, si tu me le permets, entre parenthèses, un truc. Est-ce que tu es au courant qu'Amazon fait du crédit à taux zéro? C'est la solution Amazon Pay. Exactement, parce que tu nous parles de Visa. Visa, tu sais que c'est Visa, soit Visa débit, soit Visa crédit. En gros, c'est ça, ce qui fait la richesse de Visa aux États-Unis, c'est aussi la partie crédit qui permet un prélèvement unique par mois qui va solder l'ensemble de tes achats. C'est ça, en fait, l'idée d'une carte de crédit. En gros, c'est ça. Eh oui, non mais Amex le fait, mais eux aussi ils le font, hein, Mastercard et puis Visa, tu as Visa débit, Visa crédit. Et là, Amazon, il va y avoir un hic, hein, parce qu'Amazon fait du crédit à taux zéro. Ce qui veut dire que tu n'as même plus besoin d'utiliser ta Visa, a priori. C'est voilà, tu fais du taux zéro chez Amazon, et puis c'est réglé. J'ai peut-être été mettre un peu, troubler un petit peu ton show sur Visa, là, Axel, mais ça me fait penser à ça, en fait. Bien sûr, et je me suis toujours posé la question de pourquoi est-ce que ces entités aussi grosses que les GAFAM n'avaient jamais proposé de solutions alternatives, puisque le paiement, c'est quand même un driver d'argent. Je vais te répondre. Je vais te répondre. Alors là, je peux te dire, je vais te répondre. Si je te parle d'Alibaba, ça te parle ou pas? Oui, ok, j'ai compris. Voilà. Alibaba, le patron d'Alibaba avait dit, à partir de maintenant, je crée ma monnaie, mon crédit, et je gère tout seul mon écosystème économique. Qu'est-ce qui lui est arrivé à Axel, au patron d'Alibaba? On lui a remis les idées au clair. Au prix d'un euphémisme. Au prix d'un euphémisme, je pourrais dire qu'il fait tout le nez derrière la tête. Oh là là. Ils l'ont chopé, il a disparu, c'était il y a 6 mois ou 8 mois, il a disparu des écrans radars, le patron effectivement d'Alibaba, et il s'est retrouvé, d'après ce qu'on sait, dans un camp en fait, dans lequel on lui a dit, à Jack, hein, il s'appelle Jack, on lui a dit écoute-moi bien, tu te calmes. 2, tu touches pas au pognon parce que c'est effectivement chasse gardée pour la Banque centrale chinoise. 3, quand tu fais un truc désormais, tu nous demandes. Et puis, je veux plus te voir. Tiens, tu t'en vas. Tiens, oui, plus loin. Tu disparais. Et le mec, en fait, maintenant, on dirait, tu sais, il fait presque de la peine, quoi. Jack Ma, c'est l'un des plus puissants en Chine. C'était l'un des plus puissants en Chine. C'est un mec, effectivement, qui était sur le point de créer des paiements, comme l'a fait Amazon. Ce qui est troublant, c'est qu'Amazon sait le faire. Alibaba a été le premier, effectivement, injecté dans ce système, en fait, de monnayage et de crédit. Et maintenant, bien sûr, comme dit Julien, il est tout mignon. Il bouge plus une oreille, le mec, hein. Mais alors, il bouge plus du tout une oreille. Ça, c'est Amazon. Voilà, tout simplement. Et oui, c'est vrai que lorsqu'il a proposé l'IPO de Ant Financial, tout de suite, ils ont coupé court à l'opération, puisque forcément, il y a tous les lobbies, j'imagine qu'il y a aussi du lobbying en Chine, tous les lobbies bancaires chinois ont posé leur veto, vu qu'ils sont tous majoritairement détenus par le gouvernement. Non seulement ça, mais si tu veux détruire une puissance, Axel, il faut savoir par exemple que la fausse monnaie est l'un des crimes les plus condamnables et celui qui coûte le plus cher. Pourquoi? Parce qu'avec la monnaie, tu peux défoncer un pays. C'est-à-dire qu'avec la monnaie, tu peux mettre en l'air carrément tout un pays. Tu peux le déstabiliser économiquement, tu peux le déstabiliser politiquement, tu peux le déstabiliser militairement, tu peux tuer un pays
pays avec de la fausse monnaie ou alors véritablement avec de l'émission de monnaie qui ne soit pas une monnaie fiduciaire. Dans la nuit des temps, et si vous êtes très intéressé par ça et par la curiosité effectivement de ce que je suis en train de vous dire, depuis la nuit des temps, hein, ça a d'ailleurs été un des gros hicks du conflit entre au Moyen-Orient, les Arabes, les Juifs et ainsi de suite. Regardez si ça vous intéresse, la monnaie fiduciaire, les prêteurs, les gageurs, les usuriers, hein, le taux d'usure sont des choses qui sont fondamentalement importantes au jeu de l'humanité. Et je vous assure que quelqu'un qui touche à l'argent sans avoir l'autorisation d'un gouvernement, ça pique un peu. En tout cas, aux États-Unis, encore une fois, Amazon a su le faire et apparemment, ça se passe bien, Axel. Apparemment, ça pourrait donner quelques arguments de renouvellement d'activité pour les deux géants. En tout cas, c'est pas ce qui les empêche de croître. Visa, aujourd'hui, a fait 24 milliards de chiffre d'affaires, donc 12 milliards de bénéfices, si vous vous rendez compte. 12 milliards de bénéfices énorme. Pour 24 milliards de chiffre d'affaires, c'est incroyable. Il n'y a pas d'entreprise, ils n'ont pas d'équivalent à part les grandes puissances digitales. Apple. Oui, bien sûr, mais qui marche. Les gars font 50% de gains sur. Ils font rentrer $1 et ils font sortir 50 centimes, c'est quand même assez incroyable. Ouf. C'est complètement ouf. Ouais. C'est ça. Et Mastercard, totalement pareil, on est sur 14 milliards pour 6,3 milliards de bénéfices. Donc ils sont tranquilles, ils continuent à verser des dividendes qui sont énormes, ils chouchoutent leurs actionnaires. Hein. Chaque trimestre, c'est 2 milliards de dividendes qui tombent, puis des programmes de rachat de titres. Ils n'ont pas peur. Et puis d'ailleurs, le porte-parole de Mastercard en Europe a, je cite, la dernière fois pour parler des initiatives européennes au paiement, Mastercard salue les efforts des banques européennes pour mettre en place des initiatives de paiement. Donc c'est quand même, on sent un petit peu peut-être pas de mépris, mais ils ne prennent pas au sérieux toutes ces initiatives. Et face à des startups qui délicornent, comme appelle ça l'exécutif français, comme Lightstorm Media ou comme Revolut pour les Anglais, etc. C'est vrai qu'on sent qu'ils n'ont pas peur et qu'ils ont encore. Ils s'inquiètent pas, mais aussi parce que quand même si Revolut montre une quantité de catalogue, une quantité de services à son catalogue assez incroyable, il y a des limitations, il y a des limites absolument à tout, et ils n'auront jamais, encore une fois, le rayonnement, l'acceptation. Par exemple, tu payes pas avec Revolut une caution chez un loueur de voiture, ça ne se fait pas. Il y a plein de choses qui se fait chez Visa, Mastercard, qui ne se fait absolument nulle part ailleurs. Néanmoins, l'emprise du gouvernement sur ces, à mon avis, systèmes de paiement est en train de changer. Les mentalités des consommateurs changent aussi. Tiens, la carte s'appelle Honey Plus, si ça t'intéresse, Axel. Et si vous êtes intéressé, c'est une carte bancaire, c'est ce que je te disais, tu sais, tout à l'heure. C'est un système, en fait, de carte bancaire qui charge. En fait, tu vas charger ta carte et tu as une carte de paiement. C'est surtout fait pour tous les interdits bancaires et tous les exclus du système bancaire traditionnel. Apparemment, ça se passe plutôt bien et puis ça fonctionne. Donc, attends, Mastercard, Visa, oui, ok, très bien, mais quand même, prudence par rapport à des nouvelles technos qui arrivent en courant. On parlait de Stripe, tu nous parlais de Stripe, je crois, de mémoire la semaine dernière. Il y a plein de choses comme ça et c'est vrai qu'il faut se méfier quand même. T'es acheteur sur le titre Visa ou pas du tout, Axel, toi ? Je resterai toujours acheteur, même si on a quand même comme je l'évoquais au début de saisir, il y a des initiatives qui sont prises surtout au niveau national, et comme vous en doutez, par exemple, la Russie sont au premier plan, puisqu'ils ont lancé MIR suite aux différentes conséquences et sanctions de la crise ukrainienne, et ils ont imposé ce système d'affiliation à MIR. À tous les Russes, il y a une obligation d'affiliation et désormais ils ont réussi à manger quand même un quart du marché russe. Donc on montre que ça peut changer. Qu'au Japon par exemple aussi, j'ai plus le nom de JB ou JT Guard ou quelque chose comme ça. Il y a une dominance de Visa et Mastercard qui devient de plus en plus pas faible mais de plus en plus réduite face à d'autres clients, et on voit qu'ils ont quand même un début de fissure sur la cheville lorsqu'on voit le programme M&A ultra agressif de ces deux entités qui n'avaient pas pour habitude de s'intéresser à d'autres technologies que la leur
et ça montre quand même un changement de, si vous voulez, j'ai quelques exemples d'acquisition, ça montre le changement est peut-être la prise de conscience que tout monopole ou tout duopole ou toute dominance suprême comme la leur a une fin. Moi, je crois aussi. Il y a Chico qui nous dit il y a aussi les paiements transcash. C'est vrai, il y a tout un tas de formules qui sont en train d'arriver. Alors, est-ce qu'ils n'ont pas la nécessité de s'adosser à des technologies de crypto pour justement essayer d'évoluer? Parce que en termes de PER, le fondamental est fabuleux sur ces cartes. Tu nous l'as dit, ils dégagent du profit hors norme. Mais est-ce que justement, ils n'ont pas la nécessité et l'obligation de se moderniser ou plutôt mourir, quoi? Sur le long terme, c'est une certitude, hein, et c'est de toute manière un impératif contre toutes les grandes entreprises qui ont un rayonnement, aussi important que Visa et Mastercard, c'est certain. Et ils s'adaptent sans développer de nouvelles technologies, mais plutôt en acquérant des nouvelles technologies sur de nouveaux secteurs et de nouvelles parcelles d'activité, comme l'open banking. Donc, je sais pas si vous connaissez l'open banking, c'est le fait de pouvoir ouvrir de la prestation bancaire sur une banque par d'autres prestataires extérieurs. Donc c'est tout neuf, c'est hyper intéressant. Et on voit quand même que Visa, par exemple, s'intéresse à d'autres secteurs, comme avec le développement de Visa Direct et tout ce qui est paiement instantané. C'est du white label en fait, c'est du prêt de service tout simplement. C'est ça, et puis c'est pas dans les coutumes, avant c'est un service payant normalement. Et Visa développe son propre service pour s'affranchir des contraintes un peu traditionnelles qu'imposent leurs différents clients, qui sont quand même des banques, et ils s'intéressent aussi, du coup, comme vous l'évoquiez, à tout ce qui est actifs cryptographiques, etc. Je pense notamment à Mastercard qui avait acheté Cybertrace, qui n'est pas un courtier, mais qui est une plateforme d'échange de crypto-monnaies, et ça devrait notamment faciliter l'ouverture à ce secteur. Et de toute manière, vous voyez très bien maintenant, Binance, Cryptocom, etc., pour eux tous une carte bancaire qui permet de rejeter de la crypto. Bien sûr, c'est de la transposition en fait. N'importe qui peut d'ailleurs avoir ce système de prestation de vente de la carte bleue. On pourra avoir une carte bleue marquée Genius dessus. Il y a beaucoup de mecs qui font ça. Ce qui est important, c'est pas ce qu'il y a sur la carte. Ce qui est important, c'est ce qu'il y a sur votre compte et aussi, bien évidemment, la technologie qui est utilisée. Merci beaucoup, Axel. Autre chose peut-être sur Visa et Mastercard? J'ai fait le tour de ce que je voulais dire, mais c'était vraiment pour pousser le regard sur la fragilité d'un marché qui est établi depuis des décennies et qui se croit sans doute intouchable. Et face aux nouvelles technologies et à la croissance exponentielle des différentes activités technologiques et numériques, forcément, il fallait s'attendre à un moment à avoir de la concurrence. Évidemment, évidemment, évidemment. Tu vas nous parler de cartes graphiques, c'est ça? Ou en tout cas de puces? Ah oui, on ne peut peut-être pas passer à côté, bien sûr. Nvidia a-t-il eu les yeux plus gros que le ventre? C'est comme ça que j'avais titré mon script. Je ne vais pas passer à côté de la plus grosse M&A, j'en connais pas de plus grosse, je crois, de la plus grosse acquisition de l'histoire. On peut la pricer à volonté entre 40 milliards et 80 milliards. On en parlera après. Donc c'est quand même le plus gros morceau. Moi, en tout cas, à ma connaissance, c'est la plus grande acquisition que j'ai jamais vue. C'est énorme, absolument énorme. En cash flow, tout ça, ou ils ont fait l'acquisition pour 40 milliards, c'est ça, de armes? Et le projet d'acquisition était pour 40 milliards, et tout ça payable en actions Nvidia. Bon, d'accord. Aujourd'hui, avec l'évolution du cours, 80 milliards. 80 milliards, c'est assez énorme. Qu'est-ce que vient foutre la SoftBank là-dedans? Et là, en fait, ARM, donc, du coup, qui est le plus gros designer de puces du monde, qui a notamment comme client du coup, Nvidia, il doit avoir AMD, qui a Apple, qui a Qualcomm, c'est quand même un gros morceau du secteur. Il est détenu à 100% par SoftBank. Ah tiens, d'accord, ok. Donc en fait, c'est quand même SoftBank derrière. SoftBank, c'est chinois, hein, si je ne me trompe pas. C'est japonais. Ouais, c'est japonais, absolument, c'est asiatique. Il y aura un conflit d'intérêts là. Le gouvernement américain est d'accord pour tout ça? Est-ce qu'il est d'accord pour tout ça, le gouvernement américain? Parce que c'est la chasse aux Chinois en ce moment et aux pays asiatiques. Alors c'est vrai que les Japonais, c'est pas pareil. Parce que les Japonais, c'est quand même des partenaires. C'est pas les Chinois. Bien sûr. Alors,
il y a eu beaucoup de voix qui se sont levées, notamment pour les conséquences sur le marché de la puce. Que forcément, si Nvidia acquiert le plus gros designer de puces il au explose monde, tout. ça va peut-être poser. Oui, Ouais. bien sûr. Il explose tout. Ils vont posséder des fournisseurs, le plus gros fournisseur de ses concurrents. Donc c'est hyper complexe. La Commission européenne qui a émis quand même quelques réserves. Le gouvernement, donc la Commission européenne, le gouvernement britannique, et puis aussi la FTC, qui est une autorité qui a posé son veto clairement sur cette opération. Donc ça a été un petit peu bon. Normalement, forcément, ils se sont coupés l'herbe sous le pied. Tout simplement parce qu'ils comptaient pallier les différents coups durs de l'année avec ce rachat, et surtout prendre une belle part quand même dans Nvidia. Et je ne sais pas si vous êtes au courant de tous les coups durs qu'ont pris SoftBank durant l'année, mais ils ont quand même perdu 50% de leur valeur en titres depuis mars. Et aussi, ils sont actionnaires récemment d'une entreprise qui s'est retirée de la cote aux États-Unis, qui s'appelle Didi. C'est le beurre chinois. Ouais. Donc c'est pas terrible quand même. C'est pas super. Ah oui, ça pique. Hein. C'était des gros actionnaires d'Alibaba, de Baidu. Donc ils ont vraiment fait tous les mauvais paris cette année. Et ils comptaient beaucoup sur cette opération pour sortir la tête de l'eau et pouvoir retrouver de la liquidité en interne. Malheureusement, ça ne se fera sûrement pas. Mais le problème qu'on a, c'est que ARM peut être possédé par personne qui est à la fois acteur et fabricant du marché des semi-conducteurs et des puces, puisque forcément, vu qu'il est fournisseur d'à peu près tout le monde, si un seul concurrent le possède, ça pose le même problème que si c'était Nvidia. De toute manière, seul Nvidia a les moyens d'acheter. Nvidia va gagner quand même en crédibilité. Sur les marchés, Nvidia, c'est une valeur plutôt encourageante, c'est une valeur qui peut être intéressante, ou c'est une valeur que pour l'instant, toi, t'observes sans pour autant, j'allais dire, aller dessus. Parce qu'aujourd'hui, ça prend quand même 1,5% dans la tête, Nvidia. Bon, en même temps, tout a quasiment pris dans la tête. Mais Nvidia, aujourd'hui, ça a pris un peu dans la tête. Et c'est une valeur qu'on suit, hein, nous, chez Genius Station. On la suit, cette valeur, puisqu'on fait de l'action US aussi. On en fait pas mal. Et pour nous, elle est révélatrice, en fait, du marché, la plupart du temps, bien sûr, liée aux nouvelles techno et ainsi de suite. Puis surtout, Nvidia est très liée au milieu de la crypto-monnaie, Axel. On parle beaucoup d'Nvidia dans la crypto. Bien sûr, puisque forcément, la puissance de calcul des mineurs est tirée de l'usage des cartes graphiques. En vrai, on va aller d'1,5% de perte aujourd'hui. Il ne faut pas oublier qu'hier, par exemple, ils ont pris 8%. Hier, ils ont pris 8%. Avant-hier, ils en avaient perdu 7%. C'est une valeur qui est ultra volatile. C'est ultra volatile. Lorsqu'ils ont sorti la news justement de ces problèmes de l'opération, ils ont perdu 7%, mais le lendemain, ça a été perçu comme une ultra opportunité d'acquérir des titres qui avaient monté en flèche. Hein, j'ai peut-être plus les dates, mais rien qu'en octobre, voilà, on était à $200, là on est autour de 320. Et donc, c'est exponentiel comme progression. On se rend compte que cette société, c'est sans doute la prochaine qui va passer le trilliard de dollars de capitalisation. Incroyable. Incroyable. Merci. Merci. Merci en tout cas à toi, Axel. Merci à vous dans le chat. On nous dit, Steph qui nous dit 80 milliards, c'est beaucoup, mais c'est juste 10% de la capitalisation boursière par rapport à Nvidia. Chico qui nous dit, SoftBank est une filiale de SAB Holding qui est un soutien de Ripple. On peut en parler de Ripple. Ripple a été effectivement courtisé par de très grands groupes, en particulier financiers, mais Ripple, c'est quand même pas la grosse santé actuellement, de manière générale. De toute façon, nous, on a été extrêmement pessimistes sur la crypto dans les heures qui vont arriver. On a bien vu les gros mouvements aussi qui sont pas terribles. Et alors, s'appuyer sur ce type de choses, à mon avis, c'est très risqué pour le moment. Nvidia capitalise surtout sur une dominante, en tout cas, sur sa technologie, sur les puces graphiques, parce que moi, Nvidia, je les connais depuis extrêmement longtemps. Je travaille avec les cartes NVS depuis très longtemps. Dans la finance, on les utilise aussi. On utilise aussi Matrox, mais Matrox est très loin derrière. Très loin derrière. Faut pas oublier qu'Nvidia, on les trouve dans vos voitures, sur vos smartphones, sur absolument tout. Et c'est vrai que c'est une bonne société à surveiller, en tout cas Nvidia. Autre chose sur Nvidia, Axel ?
et bien sûr, il a été évoqué pour sortir de cette embuscade dressée par les régulateurs, pour SoftBank de faire une IPO d'ARN. Et forcément, ça rapporterait beaucoup moins de cash, puisque personne peut acheter une société aussi chère que Nvidia propose. Mais c'est possiblement un signal, une porte de sortie pour SoftBank. Donc, il n'est pas impossible que durant l'année ou l'année prochaine, pour 2022-2023, on assiste à une IPO pour ARM. Donc, c'est peut-être une opportunité à venir. pour participer À venir sur une échéance d'1 an, quoi, en gros. Ouais, 1 an et demi. Je sors ces chiffres tout simplement parce qu'ils sont dans le besoin. SoftBank, c'est une entreprise qui performe, bien sûr, hein, mais qui a quand même perdu la moitié de sa capitalisation et qui aujourd'hui a besoin peut-être de cash plus que jamais. Bon, bah, en tout cas, c'est noté. Merci beaucoup de ton analyse sur Nvidia. Tu as déclenché les passions parce qu'il y a Black Cat on Starship. Alors là, c'est plus un pseudo, c'est carrément une saison 4 sur Netflix qui nous parle de crypto qui chasse des liquidités. Il y a Chico qui dit 900 000 milliards d'actifs qui dort dans le monde. Bah, dis-moi où il dort, je vais aller les réveiller. Bien évidemment, beaucoup d'actualités en tout cas qui sortent et qui sont peu vérifiables. Autre chose peut-être, Axel? Sur Nvidia, non, on a fait le tour. Mais en tout cas, c'est une action pour moi qui a de l'avenir. Parfait. Est-ce qu'il y avait un autre sujet que tu voulais attaquer ce soir? J'ai gardé un grand patron pour la fin. Le meilleur pour la fin. Toujours, bien sûr. On aime bien parler de grands patrons, de grandes sociétés. Souvent, c'est Elon Musk qui vole la vedette aux autres. Mais aujourd'hui, bon, il y a un peu de diversité. Ah, alors on t'écoute. On est tout oui. Et alors, il faut savoir que l'autorité de la concurrence, la Britannique, encore une fois, on entend beaucoup parler des Britanniques en ce moment, oui, c'est clair. a appelé Meta à se séparer d'une très grosse acquisition qu'ils ont faite, qui s'appelle Diffy. Est-ce que vous connaissez Diffy? Comment tu dis? Diffy. Et ça s'écrit comment, Vichy? Diffy, genre comme les GIFs, par exemple, les images animées. Ah, j'ai du mal à t'entendre, j'ai du mal à voir ce que tu veux, là où tu veux en venir. Redis-moi ça. Eh ben, en fait, Facebook a fait l'acquisition d'une société pour 400 millions de dollars. Ouais. Diffy, donc c'est un moteur de recherche pour rechercher des GIFs, des petites images animées. Ah, Jiffy, c'est ça que tu nous dis? Oui, les gens disent GIF. Ah, oui, bah oui, bien sûr, évidemment, j'avais du mal à t'entendre. Évidemment, Axel, d'accord. Et donc, c'est Facebook qui met la main dessus. Exactement, pour 400 millions de dollars. Donc c'est une petite acquisition. Oui, c'est petit. Ouais. On les connaît pour avoir sorti 1 milliard pour Instagram ou 2 milliards pour WhatsApp. Donc c'est pas l'actu M&A du siècle. Par contre, ce qui est plus intéressant, c'est l'appel à la CMA, qui après une enquête de 18 mois, demande à Facebook de se séparer de cette société, de cette entité, parce que ça pourrait poser problème. Moi, je n'ai pas d'instinct, en tout cas, je ne vois pas d'instinct ce problème. C'est des problèmes d'entrave à la concurrence, et ils voudraient les contraindre à revendre l'intégralité des titres à un acheteur approuvé par la CMA. Ah tiens, Alors, d'abord, est-ce qu'on continue à dire Facebook? Ça se dit encore, ça? On appelle encore le groupe Facebook? On dit Meta, mais c'est vrai que pour une maison achetée, ça fait Facebook, bien sûr, oui. Tout le monde n'est pas encore à la page, et tu as raison de souligner que c'est Facebook, c'est plus facile à assimiler que Meta. Mais il continue, bon, est-ce qu'il a véritablement intérêt à le faire ou pas? Oui, parce qu'il est toujours sur son projet Metaverse, et lui aussi veut choper tout l'écosystème, j'allais dire, toute cette partie de virtualité. J'allais dire, il s'en sort bien, parce qu'il y a beaucoup de monde qui en parle actuellement. Hein. Ah, bien sûr, ça fait le buzz. Hein. C'est une des technologies qui est la plus soutenue par la communauté, par les passionnés, quoi. Bah, on entend plus parler de ça en ce moment que les passages sur la Lune et compagnie, sur Mars. L'autre, avec son email, a envoyé à ses salariés. Il a fait peur à tout le monde. Et forcément, SpaceX, malheureusement, actuellement, on n'entend pratiquement plus parler de ça, alors que pendant un moment, c'était véritablement que SpaceX dont on entendait parler. Là, aujourd'hui, c'est vraiment Meta. Regardez bien le Meta Group, Metaverse, ex-Facebook, Mark Zuckerberg, qui est en train de réussir un sacré coup. Beaucoup
beaucoup de gens se rattachent à ça. Ça va être aussi une manne financière et ça va créer de l'économie, bien sûr, peut-être virtuelle. On a parlé de tout un tas de choses, hein. D'ailleurs, il y a quelques jours, quelques semaines, je crois que c'était la semaine dernière, où on parlait de ce bateau qui avait été vendu. La semaine d'avant, on parlait des pixels, du pixel art aussi. D'ailleurs, j'ai mis mes 2 enfants dessus. Je te garantis que tout le monde va peindre à la maison, hein, ça c'est clair. Tout le monde va peindre. Ça, vous avez créé l'usine, c'est parti, l'usine est en marche. Absolument, tout tourne à plein pot, il n'y a pas de souci, on a la palette graphique, on a tout ce qu'il faut et ça marche très très bien. Bon, quoi d'autre à dire sur ce méta? Eh ben, en fait, a priori, c'est une volonté cette action viendrait d'une volonté pour les différents régulateurs de ne pas reproduire l'erreur qui aurait été commise de laisser Facebook prendre la main sur WhatsApp et Instagram comme on l'évoquait avant, puisque ça a conduit à une domination de la firme sur le marché des réseaux sociaux, qui a aujourd'hui 73% des parts de marché. C'est assez impressionnant. Il n'y a pas aussi une histoire avec Mark Zuckerberg où il s'est fait allumer par le gouvernement américain? Il est arrivé en Europe, je me souviens, il est même arrivé en France. Bon, il est venu là, il a été faire un peu de shopping, il a rencontré à l'époque, c'était François Hollande. Bon, il a rigolé, hein, ça le fait marrer. Hein. Il a même dit au Congrès américain, il a dit, je m'en fous, j'en ai rien à foutre de ce que vous me dites, je m'en tape. Il n'y a pas une histoire d'argent aussi ou de crédit là-dedans? Il me semble qu'il y a quelques mois, quelques années, Mark Zuckerberg, on lui a dit, calme-toi, parce que sa position était tellement dominante justement sur les marchés qu'on lui a dit véritablement il va falloir te calmer, sinon on va t'amender. Je me trompe pas, hein, pour l'histoire, il me semble qu'il a été remis un peu au pas. Hein. Bien sûr, et puis en fait, ces grands patrons sont des visionnaires et ils vont sur des terrains sur lesquels ils ne sont pas censés aller, en tout cas aux yeux du législateur et du régulateur. J'ai un avis un peu différent concernant la domination du marché de Facebook sur le marché aujourd'hui. C'est sûr qu'ils ont une domination en termes de part de marché, en termes d'usage des utilisateurs, notamment avec Instagram, WhatsApp, Facebook, etc. Mais aujourd'hui, si on prend un petit peu de recul sur la situation, en tout cas, c'est un avis qui n'engage que moi, hein, mais WhatsApp et Instagram, lorsqu'ils ont été acquis par Facebook et par le groupe, ne ressemblaient pas du tout à ce qu'ils sont aujourd'hui. Ils n'étaient pas aussi développés. Instagram en 2013, lorsque Facebook s'est porté acquéreur de l'entreprise, n'avait rien à voir avec Instagram aujourd'hui et n'avait pas la domination la dimension sur l'ensemble des réseaux sociaux. Ah oui, absolument. Insta avec un système d'advertising très développé, on le sait, oui. Et qui tient tête aux Chinois de TikTok en même temps. Oui, c'est un beau succès. En Espagne, par exemple, je sais que WhatsApp, moi, quand je suis arrivé il y a quelques années ici, je commençais un petit peu avec WhatsApp, mais c'était pas aussi développé. Il n'y a pas une communication qui se fait pas ici sans WhatsApp. Tu les vois dans la rue, ils hurlent et puis ils sont sur WhatsApp. C'est d'ailleurs pour ça que en Espagne, il n'y a pas de forfait illimité Internet. Ça n'existe pas. Un mobile avec un forfait Internet illimité, ça n'existe absolument pas parce que les mecs passent leur temps non pas à consommer de l'unité téléphonique, mais plutôt de la bande passante, effectivement, Internet. C'est un beau succès. Est-ce qu'on doit s'intéresser à Meta, d'après toi? Est-ce que ça peut être une valeur qui peut être à moyen long terme, c'est-à-dire sur quelques semaines, quelques mois, quelque chose qui puisse se développer encore un peu plus et surtout, est-ce que ça peut passer au travers de tous ces risques systémiques de crise, sachant que le virtuel, à mon avis, ne sera pas forcément impacté par tous les besoins liés aux matières premières, ainsi de suite, parce que les matières premières, ils s'en foutent. Hein. Oui, c'est sûr. Sur le très long terme, bien sûr que pour moi, Facebook, comme les GAFAM en général, mais Facebook plus particulièrement, avec toutes ces problématiques et tous ces projets de métaverse, est une valeur hyper intéressante, une entreprise qui a du cran. Il faut avoir du cran pour faire ce qu'ils font. Ils changent leur activité. Changer son activité en étant sur la troisième place du podium, c'est quand même hyper précis, quoi. Et c'est une valeur qui, sur le très long terme, ne peut que se développer. Ils ne se sont jamais trompés. Ils ont créé des choses qui sont totalement novatrices. Pourquoi ne pas faire confiance? Je vois pas de raison. À côté de ça, je me méfierais quand même d'un certain spectre qui pèse notamment sur Facebook. C'est un petit peu le vilain petit canard
des GAFAM, si je peux me permettre, bien sûr. Ils sont un petit peu en retard, ils essuient quand même pas mal de plaintes. Ils ont mangé le grand bug de plusieurs heures il y a quelques mois, je ne sais pas si vous vous rappelez, un bug international sur tous les applicatifs. Ça, c'est Facebook. mettre tous les œufs dans le même panier. T'as un truc qui plante, tout plante. Comme ça, moi, c'est réglé. Hein. Exactement, et puis comme on en parlait quand les entreprises, on en parlait avec General Electric, quand des entreprises ont beaucoup trop d'activités qui n'ont pas forcément de lien entre elles, c'est dommage quand il y a une activité, parce que je pense que les réseaux sociaux sont une activité qui sera un petit peu à la traîne sur le très long terme par rapport au métaverse. Les gens ne consommeront plus le social de la même manière. C'est peut-être dommage d'avoir une activité trop tentaculaire qui part un petit peu dans tous les sens. Pourquoi ne pas refaire une société, tout simplement? Ça paraît assez intelligent, mais c'est aussi toute une façon de réorienter l'humanité et surtout de trouver ce qui nous fait tous vibrer quelque part. Vous pouvez chercher, il n'y a pas grand-chose dans le monde qui peut faire effectivement le côté émotionnel autant que le côté ludique, hein, parce que ce qu'il est en train de créer, c'est un monde virtuel, et le monde virtuel, c'est quoi? C'est ludique, et les gens ont besoin de ça. Ils ont besoin de se sentir effectivement dans un jeu, dans un game. Les réseaux sociaux sont un des plus grands jeux, j'allais dire en réseau, hein, tout simplement. Et je pense qu'il a compris, il faut que Metaverse devienne un grand jeu. Et si jamais ça passe auprès, surtout de la population jeune au départ, ça viendra entacher, bien sûr, tout de suite après. Quand je dis entacher, c'est surtout transpirer sur la population un peu plus âgée. Et pour finir, tout le monde sera avec ses grosses lunettes dégueulasses, crado, pas belles, et ces trucs là dans les mains. Là, t'as vu comment ça fonctionne? Ils ont des trucs dans les mains, ils ont des grosses lunettes et ainsi de suite, et ils bougent ça effectivement comme ça. Chacun fait comme il veut, mais c'est vrai que l'entreprise, techniquement, on n'est pas sur une start-up là, Axel, on est sur un truc vraiment bien abouti. Oui, bien sûr. Et moi, personnellement, pour avoir déjà utilisé les Oculus qui a été racheté, c'est pas une invention de Facebook. Ouais. Bien sûr, oui. Les Oculus de Facebook, c'est vraiment quelque chose qui est impressionnant. C'est impressionnant. C'est des chattes. Hein. Il faut avoir essayé ça une fois dans sa vie. Hein. C'est une vraie expérience et ils arrivent à créer quelque chose de nouveau dans un monde où on a l'impression que tout a déjà été inventé. Le concept est bon quand même, hein. Le concept est super bon. Tiens, il y en a un autre qui est en train de faire ses lunettes et on parle que de ça en ce moment. Tu vois de quoi je veux parler? L'Apple. Eh oui, allez jeter tous vos iPhones par la fenêtre, on s'en fout du téléphone. Plus de téléphone, plus rien, sauf des lunettes. D'ailleurs, c'est Apple est pour moi l'un des principaux problèmes de Facebook dans son développement, parce que c'est quand même un petit peu la guerre entre les deux firmes. On l'avait vu, lorsqu'on parlait des commissions que prennent les stores d'applications. Ah bah je peux t'en parler, on est en plein dedans. Ouais. On est en train effectivement de se battre avec Apple, l'App Store qui nous raquette, hein, on ne va pas dire le contraire. Ils sont en train de nous raqueter, puis en plus, ils imposent des données techniques assez incroyables. En tout cas, c'est vrai qu'il faut être prudent avec ce truc-là. Mais Apple et Facebook ne s'aiment pas. Hein. Ça, c'est clair qu'ils ne s'aiment pas. Ah oui, c'est une certitude. Et puis, plus globalement, voilà, il y a des problématiques pour Facebook qui sont comme on en parlait avant, plus afférentes à la régulation. Et en fait, les régulateurs ont quand même des arguments concernant cette acquisition de GIFI. Aujourd'hui, même si possède totalement le marché, il y a quand même une possibilité pour, il faut savoir que GIFI est fournisseur à Twitter et aussi à TikTok. Et on pourrait s'attendre à ce que Facebook change les autorisations d'accès à GIFI pour justement ses concurrents et pour pouvoir leur demander plus de données qui aujourd'hui Facebook aujourd'hui n'a pas accès. Une bonne valeur à suivre en tout cas Facebook, plutôt Meta Group, ça a été renommé, faites attention, des valeurs d'avenir. Donc on a parlé ce soir de Facebook, on vous a parlé aussi de Visa. On finira peut-être, est-ce que tu as préparé un autre sujet, Axel? Est-ce qu'il y a autre chose derrière? Non, mais j'ai une dernière petite ligne pour Facebook si... Oui, bien sûr. Mais c'est toi, t'es le patron. Hein. Moi, tu sais, je ne suis que celui qui te suit. Dis-nous tout.
Et là, quand on parlait justement de grands leaders et surtout un petit peu de la suprématie des GAFAM qui est aujourd'hui incontestable, il faut savoir quand même que Facebook n'avait pas reçu l'autorisation de la part de la CMA, qui est une autorité britannique, d'acheter Giphy. Mais Facebook répond sans problème aujourd'hui. C'est ça qui est impressionnant. C'est que des entreprises arrivent aujourd'hui à tenir tête à des États, et ce cas, on est l'exemple parfait. La CMA a demandé d'attendre la fin de son enquête, et Facebook a quand même racheté malgré la demande de l'autorité. Il en a rien à foutre. Il s'en fout. Exactement. Ces mecs-là pèsent tellement lourd. Mais oui, ils pèsent tellement lourd. Qu'est-ce qu'ils en ont à faire? Qu'est-ce qu'ils s'en foutent? Tu avais beaucoup d'actualités cette semaine, Axel. C'est pas facile ce que ton travail, parce que il faut que tu tries. Si on fait un petit coup, tiens, on n'a rien préparé. On y va en freelance, Axel et moi. Si on fait effectivement un petit coup de freelance pendant 2-3 minutes, cette semaine, moi, j'ai relevé quand même que la SPAC ou le SPAC avec Donald à l'intérieur pour son fameux réseau social avait fait un pump and dump assez incroyable. C'est ce réseau social qui n'existe pas encore et qui arrive, qui s'appelle True, si je ne me trompe pas, True quelque chose d'ailleurs. Ça le va en poupe ce truc-là. Ça va payer. D'après toi, c'est quoi? Qu'est-ce qui risque d'arriver? D'affaiblir des Twitter? D'ailleurs, Twitter qui n'a pas besoin d'être plus affaibli parce qu'en ce moment, c'est quand même pas génial. Ils ont changé de patron. Twitter, tous ces réseaux sociaux qui l'ont banni, est-ce que ça va faire du mal dans le secteur du réseau social? J'ai pas grand peur, honnêtement, hein, puisque c'est Donald Trump. Les derniers moves de Donald Trump sur ses projets entrepreneuriaux, même au niveau de l'immobilier, c'est censé être sa spécialité. Les derniers moves sont pas très bons, et puis même aujourd'hui Trump est devenu un personnage de sitcom. Hein. Moi, je crois pas trop en ce projet. La SPAC avait fait parler d'elle lors de l'annonce justement de rattachement du projet à ses rails principaux, c'est ça, DRTM, j'ai sous les yeux. Et bon, on l'a bien vu, il est monté jusqu'à combien? Il est monté jusqu'à $15, il est à peine à 10 aujourd'hui. Bon. Oui, mais c'est pas non plus anormal. C'est tout à fait logique. C'est ce qu'on appelle un effet d'annonce. Donc c'est pas gênant. Écoute, moi, quoi qu'on en dise, son fond, j'en ai rien à foutre. Moi, c'est la forme qui me plaît de ce mec. Moi, et je te garantis qu'il sert évidemment, qu'il sert des intérêts, et qu'il y a beaucoup de monde qui regarde actuellement ce qu'il est en train de faire parce qu'il peut revenir en force. Il a ce côté, comment dire, phénix. Il a ce côté inépuisable. Il peut dire ce qu'il veut, il peut penser ce qu'il veut. Ça sert énormément de gens que Trump soit effectivement ce qu'il est. Donc on regarde tout ça avec beaucoup d'attention. L'Apple Car, t'y crois, toi, leur bagnole? C'est un effet d'annonce ou véritablement ça va sortir? Parce que on comprend pas qu'il n'y ait pas d'association, qu'il n'y ait pas de co-branding avec des gros qui sont déjà en place. Ils vont la sortir, leur cœur, ou pas? Je pense que rien ne peut arrêter des entreprises de cette taille. Apple a annoncé le projet, des voitures 100% autonomes, qui va tourner, je ne sais plus où j'ai vu l'info, donc j'ai mis ça avec des pincettes, mais autour de $200,000. Donc c'est quand même quelque chose qui est un objet de luxe. Hein. Un téléphone à 1,300, c'est aussi un objet de luxe, et il trouve du client. À l'époque, les téléphones valaient 200-300 €. On gueulait tous parce que c'était cher. Ils ont sorti le 1000 balles. Tout le monde s'est jeté dessus. Hein. Oui, ça marche. Donc aujourd'hui, est-ce que ça va fonctionner? Sans aucun doute. Et puis bon, je pense que c'est trop tard aujourd'hui. Trop tard pour faire demi-tour. Les gens attendent ces voitures, et puis les plus riches vont se jeter dessus puisque ça va être un différenciant social hyper important. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Axel. Vraiment, je te félicite, malgré que tu sois encore une fois souffrant. Il a une grande force, en tout cas, cet Axel. On aime beaucoup ton point de vue sur l'économie. En tout cas, les valeurs qui ont été citées ce soir sont des valeurs qui, a priori, suscitent de l'intérêt un petit peu partout. Surveillez-les, regardez-les, investissez si vous le voulez. En tout cas, clairement, il y a beaucoup d'intérêt sur ces valeurs. Mille merci, Axel. Merci à vous, en tout cas, et
Et je vous souhaite à tous une excellente soirée. Merci Axel, merci à tous. On se retrouve demain en live 8h30 dans Genius Station pour un Open européen. Si ça vous intéresse, aujourd'hui on a une winbar qui a explosé. On a réalisé plus de 10% en autotrade aujourd'hui. Voilà, si ça vous intéresse, www.genius-station.com, genius-station.com, et vous pouvez bénéficier jusqu'à 50% de réduction sur les abonnements. Faites-le. Axel, lui, est connecté. Je sais qu'il l'a déjà. Merci, Axel. Merci à vous. Excellente soirée à tous. Take care. Just enjoy. Ciao. Bye bye.